Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir Margot. Comment est-ce que ça Bonsoir à va? tous. Ça va, en Est-ce forme. que vous allez bien? Bon, parfait. Alors, bienvenue à tout le monde. Moi, je suis Margot, je travaille chez WeScale je voulais commencer par vous remercier tous d'être présents sur ce talk du Paris Container Day qui est donc organisé par Publicis Sapient et WeScale. Cette édition full remote, elle va nous permettre de voir un certain nombre de sujets autour des conteneurs. Donc, nous avons donc là tout de suite avec moi, prêts à se lancer, Emmanuel Pluot et Olivier Cloirec de Publicis Sapient qui vont nous parler de conteneurs détournés. Alors ça, qu'est-ce que ça va être? C'est une grande question. Je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas toutes et tous à poser vos questions dans le chat qui est à votre disposition. Je reviens à la fin et on prendra ensemble les questions pour que Olivier et Emmanuel puissent y répondre. Voilà. Et en attendant, je vous remercie encore. Et puis Olivier, Emmanuel, je vous laisse démarrer. Merci Margot. Merci, Margot. À tout à l'heure. Et donc je vais vous partager mon écran. Donc aujourd'hui, on va vous parler de conteneurs détournés. Très content de vous avoir en ligne. N'hésitez pas à dire bonjour. Non, je vois pas le chat de toute façon, donc ce sera Margot qui reviendra. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que c'est que les conteneurs détournés? Je vais vous l'expliquer, mais avant tout, on va se présenter. Donc je suis Olivier, consultant SRE chez Publicis Sapient France depuis 3 ans. J'adore tout ce qui est lié à l'automatisation, mais aussi les conteneurs en particulier, l'orchestration. Voilà, en ce moment, je suis sur un côté un peu plus agile du métier, mais j'adore tout ce qui est technique toujours. Je vais laisser Emmanuel se présenter. Oui, bonjour. Emmanuel Pluot, également consultant SRE chez PS France depuis un peu plus d'1 an. Background surtout dev au départ et qui aime beaucoup les containers et tout ce qu'on peut faire avec. Merci Yannu. Donc pourquoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui de conteneurs détournés? Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Alors les conteneurs, je pense que vu la conférence, vous connaissez tous ce que c'est. C'est un concept qui est maintenant connu de la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, et qui a été popularisé par Docker en 2013. Ça date de 2007 quand même. On avait en 2007 Linux Containers, LXC, qui nous permettait au niveau système d'isoler un processus dans son environnement et tout un arbre de processus. On faisait un petit peu, on isolait l'équivalent d'une machine. C'était ce qu'on appelait la virtualisation légère. Docker, du coup, est venu se positionner avec un modèle un peu plus de containerisation orienté processus, c'est-à-dire qu'on a arrêté de modéliser l'équivalent d'une machine virtuelle, mais plutôt on a un processus qui est containerisé, qui est vraiment isolé. Il est isolé par le système. Ce concept de conteneur, c'est toujours d'actualité, si ce n'est même plus, avec les applications cloud native. Le principe d'une application cloud native, c'est d'avoir un comportement dynamique par rapport au nombre d'utilisateurs, par exemple, de pouvoir se mettre à l'échelle en fonction des besoins. Et donc, les conteneurs, comme on isole juste un processus, on a un lancement qui est très rapide, et donc c'est vraiment adapté à ce côté dynamique. Pourquoi on parle de conteneurs détournés? En fait, on sait tous containeriser une application. Par exemple, ici, un petit exemple, j'ai une application Node. Comment ça se passe? J'ai un Dockerfile qui est mon fichier qui va me permettre de décrire ce que contient mon conteneur, ou un template du conteneur qu'on appelle l'image. Donc, ici, c'est une base de laquelle je pars qui contient déjà tous les binaires pour lancer Node. J'installe quelques dépendances système. J'indique ici que j'ai un répertoire à créer dans lequel je vais travailler, ça va être mon répertoire de travail, dans lequel j'installe mon yarn.log, mon package.log, donc package.json, pardon, pour les dépendances. Ici, j'installe les dépendances, je dis à Node d'installer toutes les dépendances dont il a besoin. Ensuite, je copie mon code source depuis mon repository, depuis mon repository local, et ici, j'indique enfin la commande à lancer lorsque mon conteneur va s'exécuter. Donc ça fait pas forcément partie de l'image en elle-même, c'est plutôt une méta-information qui me permet de dire c'est ça la commande que je vais lancer lorsque je lance mon conteneur par défaut.
Donc une application, on sait tous faire, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est on le sait, mais il y a d'autres usages au conteneur, et donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. On ne va pas vous parler de conteneuriser une application, justement. Donc, comment ça va se passer? On va vous montrer 5 exemples sous forme d'une démo. Donc, il y en a qui sont plus ou moins utiles, il y en a qui sont plus ou moins connus. Le but principal, c'est quand même de partager avec vous ces utilisations qui sont peut-être un peu moins courantes. Et donc, vous allez retrouver ici ce repository sur lequel vous allez retrouver le code source des exemples. Donc, je rappelle, détourner, ça ne veut pas dire que c'est inconnu forcément, mais ça veut dire que c'est autre chose qu'une application. Donc, les patterns qu'on va vous montrer, le premier, c'est le pattern de Builder, qui est quand même assez connu, et que tout le monde utilise aujourd'hui, et qui a été popularisé par le Docker Multi-Stage Build. Emmanuel vous en parlera. Ensuite, on a le pattern de l'interpréteur, qui est un petit peu moins connu, mais qui a aussi son utilité. Ensuite, on a le NSHunter, où là, ça va être le but, ça va être d'entrer sur les namespaces d'un conteneur. Je vais vous raconter un peu plus tout à l'heure ce que c'est que les namespaces et à quoi qu'est-ce que ça signifie d'entrer sur un namespace d'un conteneur. Ensuite, le log forwarder, quand j'ai une application qui ne s'est pas loguée proprement comme elle devrait sur des conteneurs, je vais ajouter un conteneur à côté qui va faire le travail pour elle. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un sidecar. Et enfin, on verra comment conteneuriser une application graphique X11, comment la packager, mais également la lancer. Et donc, sans plus attendre, on va passer sur le premier, pattern, qui est le builder. Donc, Emmanuel, je te laisse présenter le builder. Oui, merci Olivier. Donc, pour ce qui est des builders, on va s'intéresser, comme ça, il y a deux types de langages, deux types de familles de langages. On a les langages compilés et on a les langages interprétés. Dans le cas des langages compilés, il y a la phase de compilation qui s'ajoute, et c'est à cette phase-là, au final, que la partie du builder va nous intéresser. Moi, typiquement, un langage que j'apprécie énormément, c'est le C++, et j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec du C++. L'une de mes premières expériences, d'ailleurs, c'était du C++, et l'objectif, c'était de créer une app, plutôt un programme pour du drug design. Et l'objectif de ce programme était ensuite, la finalité, c'était de le distribuer à toute la communauté scientifique pour pouvoir travailler avec. Donc, c'est un programme qui est librement donné à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment le monde. Donc, on s'est retrouvé en fait avec un problème. On a une équipe chinoise qui nous a dit votre programme, il a l'air super bien, on a envie de l'utiliser. Mais nous, on n'a pas C++11 chez nous. Et nos programmes utilisaient les normes de C++. Donc, ils ne pouvaient pas le compiler et ils ne pouvaient pas non plus mettre à jour leur compilateur comme ça, tout simplement parce qu'il y a des dizaines, voire même des centaines qui utilisent leur calculateur. Du coup, une réponse qu'on peut apporter à ce genre de problème, c'est via les containers, parce que le container va nous permettre simplement d'avoir un compilateur qui va être isolé du système et qui va avoir toutes les dépendances dont on a besoin, toutes les possibilités, par exemple, d'un GCC qui serait à la dernière version. Donc là, ici, je vous ai préparé un petit Dockerfile qui, justement, va aller chercher la dernière version du conteneur GCC pour pouvoir compiler un programme avec la norme 20 qui, actuellement, n'est pas disponible sur ma machine. Donc l'idée, c'est de permettre comme ça d'avoir un environnement, d'une part, qui permet de vous débarrasser des limitations que peut avoir votre environnement de host, mais aussi de vous assurer que peu importe où, indépendamment de la machine, vous allez avoir la même reproductibilité de votre compilation. Comme le disait Olivier, le pattern de builder a été énormément popularisé par le multi-stage build. Qu'est-ce qu'il permet? Tout simplement, il permet en fait, entre guillemets, d'avoir plusieurs étapes de création de conteneurs. Donc ici, j'en ai une première où je pars de GCC et où je vais avoir tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir compiler mon application. Et ici, je vais partir de scratch, donc vraiment avec rien du tout. Et je vais simplement aller chercher, depuis mon premier container, le binaire que je vais avoir créé. Et ce container va me permettre de le lancer. Petit warning ici, bien faire attention, on remarque que je compile de manière statique. Tout simplement, si on part de scratch, il faut s'assurer que le binaire n'a pas des besoins en dépendance. Donc le statique va s'assurer que le binaire n'a pas besoin de dépendance supplémentaire, sinon ça ne fonctionnera pas, ou alors il faudra partir d'une image un peu plus grosse. L'intérêt étant de générer une image qui soit très petite.
Au niveau du build, je vais pas revenir sur la commande, hein, c'est un build assez classique. Et au niveau de l'exécution, même chose. Donc là, le programme, c'est un Hello World to Bet, hein, donc il affiche Hello World. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous avez souvent besoin de faire des applications que vous voulez exécuter sur votre machine, en fait, qui n'ont pas, et directement, qui n'ont pas vocation à se retrouver dans un container. Du coup, la phase de compilation seule peut vous intéresser. Et ça tombe bien parce que avant que ce soit popularisé par le multistage, tout simplement, on pouvait déjà le faire. C'est juste qu'au lieu d'avoir un Dockerfile comme ça, on en avait deux et ça faisait une étape supplémentaire. Donc, on peut très bien se débarrasser de cette première étape et avoir uniquement un Dockerfile qui va compiler notre application. Donc là, c'est ce que je me permets de faire ici. Donc, je vais tout simplement aller compiler mon application. Et ici, je vais pouvoir du coup aller regarder. J'ai pu générer mon binaire et je vais pouvoir aller l'afficher. Donc voilà, ce sont les deux possibilités qu'on peut avoir là-dessus sur le builder. Alors, donc, un petit takeaway sur ce qu'on peut retrouver avec le builder. Donc déjà, normalement, c'est très connu. Je pense que je n'ai pas appris à grand monde ce qu'était le builder. C'est très utilisé et pour cause, c'est très utile, tout simplement. Ça a été popularisé avec le multistage build. Si vous ne connaissez pas le multistage build avant d'aujourd'hui, je pense que vous allez trouver ça sympa. Ça permet une reproductivité du build, comme j'expliquais, peu importe l'environnement et combien de fois vous le faites. Et du coup, ça va de pair, ça évite le syndrome classique du oui, mais sur ma machine, ça ne marchait pas. Donc tout ça, c'est super cool pour les langages compilés. Quid des langages qui, eux, seraient interprétés? On peut, a priori, imaginer la même chose. C'est peut-être un peu moins utilisé. C'est même certainement moins utilisé, mais on peut très bien containeriser un interpréteur également. Donc de la même manière que moi j'aime beaucoup le C++, il y a un autre langage que j'affectionne particulièrement, qui est affectionné par peu de monde à part moi, c'est le Groovy. Et je me suis retrouvé sur un problème, j'avais une distribution sur laquelle les derniers paquets de Groovy n'étaient pas encore disponibles et c'était un enfer à essayer d'installer. Ça m'a posé pas mal de problèmes et je voulais tout simplement la version 3 de Groovy. Donc même chose, j'ai fini par opter pour un container. Donc je suis allé chercher le container officiel de Groovy. Donc là, je ne vous ai pas préparé de Dockerfile du coup, hein, le container existe déjà. Donc ici, je vais directement chercher Groovy avec la version 3.8.0 et JRE11. Et je vais tout simplement aller exécuter un petit programme Groovy, bête et méchant, qui globalement est un Hello World aussi. Voilà. Donc, on peut l'exécuter comme ça assez facilement. Ça prend forcément un petit peu de temps, le lancement de la JVM. Et on a notre résultat, qui est celui auquel on s'attend. Ça permet des trucs assez intéressants, tout simplement. Typiquement, moi, j'aime beaucoup le Python. Et un truc que j'aime beaucoup en Python, c'est les environnements virtuels. Avec Docker, au final, on peut se retrouver à créer un truc assez similaire. Ça peut vous éviter de polluer votre machine, comme avec du Node, par exemple. Et pour aller un petit peu plus loin, un petit joujou, c'est un truc que je me suis amusé à faire. C'est un petit programme qui, en fait, refait exactement ce que je viens de faire, mais que j'utilise dans mon programme directement ici en tant que shebang, au niveau du shebang, pour me permettre d'aller exécuter directement, en fait, mon programme. Et il va aller directement me chercher de la même manière qu'ici mon container et m'exécuter mon programme. Donc ça peut vous permettre de vous éviter d'avoir à taper toute cette commande. Donc même chose, je vais vous proposer un petit takeaway sur le pattern interpréteur. Donc c'est moins connu et moins utilisé. Je pense que de façon générale, en général, si c'est moins connu, enfin si c'est moins utilisé et moins connu, c'est souvent parce que c'est aussi moins utile tout court. Effectivement, il y a un petit peu moins d'intérêt, mais je trouve ça quand même assez utile. Ça permet d'isoler des environnements, comme je disais, un peu à la manière d'un environnement virtuel Python, et d'éviter de polluer sa machine. Sur ce, je vais rendre la main à Olivier pour qu'il vous parle du NSCenter. Merci Emmanuel. Et donc, juste avant de commencer NSCenter, j'ai entendu qu'il y avait un incident qui disait que certains avaient du mal à envoyer des questions sur le chat. Donc pour ça, n'hésitez pas à faire un refresh de la page. Je peux attendre quelques secondes si nécessaire.
Voilà, donc si vous avez des problèmes avec le chat, notamment pour rentrer des questions, n'hésitez pas à faire un refresh. Donc, le NS Hunter et les deux patterns qui vont suivre, en fait, ça va être des patterns qui sont un peu plus destinés à l'orchestration. Donc, je vais parler un peu plus de Kubernetes. Avant ça, je vais faire un petit back to basics sur les namespaces. On va en avoir besoin pour expliquer ce que c'est que le NS Hunter. Donc, un rappel pour certains ou quelque chose de nouveau pour d'autres. Qu'est-ce que c'est que les namespaces? Donc, un conteneur, on est vraiment sur une manière d'isoler les processus. Donc, c'est mon OS qui isole les process, et je suis pas sur de la virtualisation, j'ai qu'un seul système qui s'occupe de tout faire. Donc, comment il fait ça? En fait, il utilise ce qu'on appelle des namespaces, qui sont des composantes de séparation, pour donner l'impression à un processus qu'il est le seul au monde dans chacune, éventuellement, de ses composantes. Et donc, les composantes, je ne vais pas toutes les nommer, mais on a les cgroups, PID, namespace. Donc, les cgroups, c'est une manière de compter les ressources et du coup de pouvoir les limiter. PID, c'est votre arbre de processus. Vous faites croire à un processus qu'il est, comme je disais, qu'il est seul au monde, qu'il n'y a pas d'autres processus à côté de lui, et tous les processus qui descendent de lui-même. Et donc voilà, il faut considérer que c'est des univers parallèles et qu'à chaque fois, on va connecter un processus à un de ces univers parallèles. Par exemple, ici, j'ai mon processus 5 et 31 qui sont sur le même système et qui sont dans le même namespace. UTS 28 ici. Le namespace UTS permet de changer le hostname, d'avoir un hostname propre à mon processus. Et donc, ces deux processus-là, ils sont rattachés au namespace 28 UTS qui permet d'avoir le hostname Poséidon. J'ai un autre processus à côté qui tourne sur le même système, le processus 48. Lui, il est rattaché à un autre namespace, le namespace UTS 155, dont le hostname est Artemis. Donc, clin d'œil pour les sysadmins, hein, souvent on utilisait des noms comme ça à thème pour nommer nos machines il y a quelques temps. Je peux tout à fait les rattacher à d'autres namespaces, comme j'ai dit, il y a 8 composantes possibles, et donc, par exemple, pour mon namespace réseau, sur lequel je vais avoir une stack réseau complète avec des interfaces réseau, et mon processus 5 est sur le namespace réseau 61, tandis que le processus 31 et 48 vont être avec leur stack réseau à eux, la stack réseau donc sur le namespace numéro 78. Et comme vous voyez, on peut complètement mixer les namespaces, mais c'est vraiment sur ce principe que repose la containerisation sous Linux. Et donc, là, je vais vous montrer NS Hunter, à quoi ça sert. L'idée, c'est d'aller voler les namespaces d'un copain du même système, hein, quand même, et d'un PID qui est visible, d'un processus qui est visible depuis son propre namespace. Donc, en entrée, je vais lui donner un processus, un ID de processus, plus une commande. Et qu'est-ce qu'il va me faire? En fait, il va exécuter cette commande. Cette commande peut éventuellement être interactive, donc par exemple un shell, en utilisant les namespaces du processus que j'ai donné en entrée. Cet outil-là, c'est un outil qui existe sur la suite util Linux. Hein. Donc, si je vous montre ici, par exemple, je fais un man NS Hunter, j'ai tout le manuel pour pouvoir l'utiliser et qui m'indique comment l'utiliser. Donc, la façon dont je vais l'utiliser ici, c'est que je vais utiliser directement. Je vais vous faire une démo pour avoir un shell root sur le nœud d'un cluster cube. Alors, mon cluster cube ici, c'est un mini cube, c'est un cluster cube minimal qui tourne sur ma machine sous forme d'une VM, sous forme d'une machine virtuelle. J'ai qu'un seul nœud qui s'appelle minikube. Et donc, je vais utiliser un script qui s'appelle nshunter-node. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en entrée le nom du node et il va me créer un conteneur sur mon Kubernetes, donc sur mon minikube, hein, avec justement une image qui contient ce binaire NSHunter. Donc c'est une image que j'ai pas créée, hein, elle existe, je vous noterai les coordonnées de la personne qui l'a créée, mais vous les voyez plus ou moins déjà ici. Et quelques options particulières, par exemple hostPID true, qui signifie que je vais aller exécuter cette commande, la commande qui est ici, dans le namespace de mon host. Donc, dans le namespace du nœud, si c'est Kubernetes. Et donc là, j'exécute le NSHunter, je lui mets -target égale 1, ça veut dire que je vais aller chercher le premier processus
de mon host. Donc en général, c'est le processus d'init. Je peux vous montrer ça ici. PS. Hop. Voilà, mon premier processus, pour la plupart des machines, c'est le processus d'init, c'est celui auquel on donne la main, auquel le kernel donne la main au tout début, et donc je suis sûr que c'est un processus de mon host, c'est pas un processus qui correspond à un autre conteneur. Et je vais lui dire, et je suis sûr que ce processus existe en plus, et je vais lui dire, tu vas aller prendre les namespaces, tous les namespaces de ce processus-là, et dedans, tu vas exécuter la commande su qui va permettre d'obtenir un shell root. J'ai besoin d'autres options comme le security context privilege true, parce que le NS Hunter nécessite pas mal d'opérations de command système avec des privilèges élevés. Donc j'ai besoin de lui mettre ce privilège true. Donc la démo, si j'exécute ce script, hop, donc NS Hunter node, je lui mets le nom du node. Il y a juste le temps qu'il exécute ça et qu'il me donne la main. Ça y est, j'y suis. Donc là, vous voyez le dièse, sans doute, qui indique que je suis root sur la machine. Voilà. Ici, je regarde les process. Je vois bien effectivement mon processus d'init, qui est le numéro 1 ici. Je vois plein de containers D, un Docker D qui tourne. Bref, j'ai peut-être même moyen de voir. Alors, ça s'exécute peut-être sous forme de conteneur aussi, mais voilà, j'ai mon clip contrôleur manager, mon API serveur, mon scheduler. Donc, je suis bien sur mon host. Ici, c'est à la fois un master et un node. Mais en tout cas, ça me permet d'aller sur n'importe quel node à partir du NS Hunter. Donc, c'est bien une manière détournée d'utiliser les conteneurs et c'est assez pratique. Les crédits dont je parlais, voilà, c'est Alexei Lenev, j'ai rien inventé, ça existe déjà sur son repo. Et donc, il a juste conteneurisé l'image et créé le script qui permet de se loguer sur le conteneur, sur le host en question, sur le node cube en l'occurrence. Alors, takeaway de ce NS Hunter. C'est super, ça nous permet d'accéder aux nodes, c'est très très utile pour du debug, surtout sur certains clusters managés où l'accès SSH, c'est pas forcément possible. Alors ceci dit, faites attention à la sécurité de vos clusters, parce qu'à partir du moment où quelqu'un peut faire ça, c'est très dangereux, il peut avoir accès au host, donc il peut avoir accès au nœud d'un cluster, donc il peut devenir un peu le roi du monde. Et donc, c'est important de ne pas laisser la main à n'importe qui avec ses privilèges élevés dont on a parlé. Le mode privilégié, c'est ce que je disais, les capabilities, c'est les actions système qui sont dangereuses. Ou pareil, d'utiliser les namespaces du node avec le host PID qu'on a vu. Donc, pour ça, c'est bien de pouvoir utiliser, il y a des mitigations qui existent, on peut restreindre avec un contrôleur d'admission pour lui dire si tu es dans tel état, ne crée pas, ne va pas plus loin que la création de ces manifestes. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser par exemple un contrôleur d'admission avec Open Policy Agent, où il y a d'autres possibilités qui existent, qui va aller scanner vos manifestes et qui va dire si ça correspond à un certain nombre si ça correspond à une tête que vous voudriez, si la forme correspond bien à quelque chose que vous autorisez. Et donc tout ça, ça se configure. Vous avez peut-être entendu parler des pod security policies, c'était aussi une manière de faire avec un contrôleur d'admission, mais qui était pas très configurable, et là dernièrement, il a été déprécié à partir de la version Cube 1.21. Donc le support sera retiré sur Kubernetes 1.25, donc c'est peu recommandé d'utiliser. Je vous conseille plutôt d'utiliser contrôleur d'admission et Open Policy Agent ou d'autres alternatives de ce style. Voilà, j'imagine que le chat a été rétabli, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais passer au pattern suivant qui est le log forwarder. Donc, le log forwarder, l'idée c'est que là, on m'a livré une application qui a été développée par un éditeur sous forme de conteneur, et je dois aller l'instrumenter. Donc, je vais aller l'instrumenter et récupérer ces logs je vais avoir besoin de récupérer ces logs pour les centraliser quelque part. Donc, je vais aller sur mon log forwarder, voilà, avec mes exemples. Et donc, l'idée ici,
Désolé pour l'affichage, je vais juste réinitialiser mon affichage pour que ce soit un petit peu plus clean, voilà. Donc, j'ai un manifeste qui me permet de déployer mon application qu'on m'a livrée, dont j'ai l'image qui est ici. Je ne la connais pas vraiment, cette application, donc je vais aller la déployer. Je vais aller dans le bon namespace par défaut, log forwarder démo, voilà. Et donc, j'applique mon manifeste. Voilà, le conteneur. On tourne. Super. Alors, en principe, pour aller voir les logs, je fais ça et je devrais avoir les logs qui apparaissent. Sauf que là, j'ai rien. Donc, je demande à la personne qui m'a passé ça, qui m'a passé le conteneur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il demande à l'éditeur lui dit, ah, bah, si, les logs, ils existent bien, c'est logué dans un fichier, sous ce fichier-là, dans /opt legacy apps logs, legacy app logs. Alors je dis, ah, bah, c'est super, mais moi, du coup, ça m'intéresse pas. Moi, on m'a dit que pour loguer proprement, il fallait le faire sur stdout. Et là, c'est clairement pas le cas. Donc, je vais aller quand même recréer un déploiement avec toujours mon conteneur qui pose problème. Par contre, l'endroit où il log, on m'a dit /opt legacy apps logs, je vais le mettre sous forme de volume. Ici, c'est un volume temporaire. Et ce volume, je vais aller le partager avec un autre conteneur à côté. Un conteneur Alpine dans lequel je lui dis de ne rien faire pendant 3 heures pour qu'il ne me rende pas la main tout de suite. Et du coup, cette partie, ce volume, je vais aller le monter sur /logs dans mon conteneur Alpine pour aller voir si, effectivement, dans ces logs, j'ai bien des choses qui apparaissent. Donc, j'applique ce second manifeste qui va avoir pour effet de killer le premier pod et d'en créer un deuxième. Ça y est, donc le deuxième est créé. Donc là, vous voyez, j'ai 2 conteneurs cette fois-ci. Et donc, je vais aller exécuter dans mon log forwarder, dans le bon log forwarder, le B7, ma ligne de commande pour afficher les logs. Donc log forwarder, c'était debugger, je crois. Non, je ne l'ai plus. Une petite seconde. Ok, je regarde. Je peux le retrouver ici, ceci dit. C'est le debugger, pardon. Et je lui dis d'utiliser un shell là-dedans. Je vais aller voir du coup dans logs. Et là, effectivement, j'ai un fichier qui s'appelle access.log. Et j'ai des choses qui apparaissent dedans. Effectivement, bon, bah, très bien. Je vais aller du coup utiliser plutôt que d'avoir un conteneur de debug comme ça, je vais faire la même chose, mais au lieu que ce soit un conteneur de debug, je vais avoir envie d'utiliser un log forwarder. Donc là, je vais utiliser Fluentd. L'idée de Fluentd, c'est qu'il va aller parser des logs, et lui, je vais pouvoir lui demander à Fluentd, donc voilà son fichier de conf, d'aller m'inscrire les logs sur stdout. Donc voilà, en input, je lui dis que c'est un plugin qui va aller prendre les logs tels qu'ils apparaissent dans le fichier au fur et à mesure, avec le tail. Ça, c'est un tag pour pouvoir lui dire qu'il référence tous les logs avec un nom qui s'appelle legacy app. Le chemin, ici, c'est, je vais le monter pareil dans /log et je lui dis d'aller traiter tout ce qui s'appelle fichier.log. Et ici, j'ai un DB qui est un pointeur log tracker. C'est un pointeur pour que si jamais je perds à un moment mon conteneur redémarre, mon pod redémarre, et ben je sais où j'en étais et je peux redémarrer à cet endroit-là. Donc, je vais aller déployer ce fichier de conf. J'ai juste un PVC parce que
je me suis dit, je vais quand même aller les stocker quelque part, mes logs, juste pour, pareil, si je perds, si je perds un moment mon pote, que ça redémarre, je préfère que mes logs soient persistés. Donc, j'ai créé un PVC que je vais appliquer également. Pardon. Et enfin, mon fluentd, à quoi ça ressemble. Hop. Donc voilà, j'ai toujours mon conteneur qui ne s'est pas logué proprement. Et ici, j'ai Fluent. Donc, c'est pas Fluentd d'ailleurs, c'est le petit frère qui s'appelle FluentBit, qui est, contrairement au grand frère, il est codé en C, donc c'est un peu plus léger. Il va donc monter le volume log storage, donc la partie logs storage en tant que /logs, et il y a une partie qui s'appelle logsdb, et donc ça, il va le monter sur /logsdb. Il y a aussi la configuration qui va aller monter là-dedans dans FluentBit etc. Le fichier de configuration que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'appliquer. Et donc, comme d'habitude, il va aller me remplacer mon pod. Toujours le même nom, les mêmes propriétés. Ça y est, il est running. Et donc là, je vais aller demander les logs du pod. Donc c'est le 88. Non, pardon. Et par contre, je vais lui demander de regarder ceux du log forwarder, du conteneur log forwarder. Et là, c'est beaucoup mieux parce qu'effectivement, je vois mes logs qui arrivent alors en JSON, puisque j'avais précisé de les mettre dans un format JSON. Par contre, ce format JSON, il est un petit peu pourri. Parce que j'ai ma date ici, qui est un timestamp, qui est le timestamp d'arrivée du log. Par contre, j'ai une autre date qui est ici, qui est celle de la ligne d'entrée de log. J'ai mon IP ici, en fait, c'est des logs d'Apache. Donc, j'ai envie plutôt, quitte à utiliser du JSON, à les structurer ces logs. Donc, je vais demander je vais changer un petit peu la configuration FluentBit. Je vais utiliser une configuration où je lui dis en plus d'utiliser un parseur. Donc, parseur, c'est un nouveau fichier qui s'appelle parsers.conf, dans lequel je lui donne une expression rationnelle qui va permettre de parser ces logs, d'identifier les différents champs, et quand j'aurai ensuite, pareil, d'identifier le temps, et ensuite de pouvoir les redonner en JSON, mais avec vraiment des informations structurées. Donc, j'applique cette nouvelle configuration, et je vais aller redémarrer mon déploiement, donc rollout restart déploiement log forwarder. J'attends que ce soit fait. Voilà. Et donc, je vais relancer le log sur mon conteneur qui tourne. Je vais mettre un -f pour... Voilà. Et donc là, maintenant, je vois bien que la date, ça correspond au timestamp qui était avant noté dans la ligne de commande Apache. J'ai mon host qui est ici, mon user, etc., ma méthode, mon code HTTP, le chemin. Bref, j'ai tout qui est structuré. Et donc là, ça va être beaucoup plus facile pour traiter mes logs et pour ensuite pouvoir les centraliser et pouvoir les analyser. Donc, je termine juste, après la démo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, du coup, tout ce qu'on a créé là. Le SATCAR de type adapteur. L'idée, c'est que j'ai mon application qui est là, qui va loguer dans son répertoire. Ce répertoire, je lui dis d'aller utiliser plutôt un volume, donc un persistent volume ici, dans lequel j'ai deux sous-répertoires, le logs dans lequel il va aller stocker les logs, donc il est en read-write dessus, et le logsdb dans lequel j'aurai le pointeur tout à l'heure. J'ai mon container sidecar qui est le FluentBit, et donc ici, il a un répertoire /logs qui lui va aller monter la même chose, le log ici, en read-only, j'ai pas besoin d'y accéder en écriture. Et il va aller monter le /logsdb en read-write pour pouvoir stocker son pointeur et revenir s'il y a besoin. Donc je suis capable de streamer là, le contenu d'un conteneur à l'autre grâce à ces volumes partagés. Alors, du coup, on a vu que c'était très utile, surtout quand on a besoin de se découpler d'une application legacy, parce que
En général, quand on vous file une application legacy, soit vous pouvez la forquer, soit vous pouvez demander à l'éditeur de la modifier, mais c'est pas sûr qu'il le veuille. Mais si vous forquez, ça veut dire que vous allez devoir maintenir le fork, et c'est aussi un effort qui peut être assez considérable. Si c'est un collègue qui fait ça, par contre, n'allez pas utiliser toute cette artillerie, parce que ce serait bien qu'il le fasse lui-même, qu'il log de manière moderne. Donc parlez-lui des 12 factors, hein, qui sont justement 12 facteurs qui nous disent comment bâtir des applications modernes. Ça a été fait par Heroku, justement, pour pouvoir livrer des applications modernes qui puissent être ensuite opérées entièrement par Heroku, de manière automatique. Et donc les logs, on les veut en général en ligne, sur stdout, et si possible en JSON, ou dans un format structuré qui puisse aider. Il existe d'autres patterns de découplage, hein. On a l'ambassador. Donc l'ambassador, l'idée c'est de cacher la complexité du monde extérieur à mon conteneur principal. Ça peut être un proxy, par exemple, pour faire du retry, quand le serveur auquel il s'adresse n'est pas disponible, du retry ou du circuit de breaking. C'est des choses qu'on ne va pas avoir envie d'implémenter dans notre application à nous, donc on va utiliser une brique qui fait ça, et donc ça, ce serait un sidecar ambassador du coup. On a également l'init container. L'init container, le but, c'est d'aller effectuer des opérations au début sans avoir à modifier non plus notre container legacy. Voilà, sur le pattern qu'on a vu là, du coup, c'était le sidecar adapteur, et l'idée, c'est de transformer l'output de mon conteneur pour qu'il puisse être utilisé par l'extérieur. On va finir avec le dernier pattern, et Emmanuel, je te laisse la main à nouveau. D'accord. Donc pour ce dernier pattern, donc du coup on parle de X11, mais de façon générale, l'idée c'est maintenant qu'on sait qu'on peut containeriser à peu près n'importe quel processus, une question en tout cas que moi je me suis posée dès le départ, c'est quid des processus avec interface graphique. Et l'idée là, avec l'IDE, ça va être de démontrer qu'on peut le faire et les intérêts un peu qu'on peut avoir. Donc moi, on le voit ici, c'est l'IDE que j'utilise clairement. Mon IDE favori, c'est Visual Studio Code. Et l'intérêt du coup ici que je voulais, c'est avoir un container qui me permette de lancer Visual Studio Code indépendamment de là où je me trouve. Donc avec la reproductivité que va fournir un container. C'est bien besoin, là je l'ai avec celui-là, je l'ai eu avec d'autres projets aussi, où certaines personnes peuvent avoir du mal à installer certaines applications graphiques pour des travaux en équipe. Ça m'est arrivé pour des projets personnels, avec des personnes qui ne sont pas forcément douées avec un ordinateur, on va dire. Donc, en général, donc là, ici, comme je vais installer Visual Studio Code, je vais avoir pas mal de librairies à installer sur l'image sur laquelle je me base, qui sont liées à X11, ce qui fait que ça va produire des images assez lourdes quand même. Mais assez rapidement, on se rend compte qu'on arrive à quelque chose d'assez simple, un peu comme si on voulait l'installer nous naturellement. Petite chose à laquelle faire attention, on va avoir des besoins d'accéder au socket de X11, donc pour des questions de droit, il va falloir qu'on récupère le user ID, ce qui fait qu'au niveau de la commande, il faut bien penser à le passer en buildargs. Et tout simplement, après, la construction se fait assez simplement. Au niveau de l'exécution, ici, bon, là, c'est une spécificité de Visual Studio Code, hein, mais il a tendance à se séparer de son terminal de base. Du coup, le container s'éteint directement. Donc, il faudra penser au W si vous voulez faire pareil ici. Pour ce qui est de l'exécution, donc même chose. Donc là, moi, pour le coup, j'ai besoin de monter deux choses. Donc d'une part, la socket X11 ici, et d'autre part ici, mon repo local pour pouvoir y accéder avec mon VS Code. Donc au niveau du lancement, ça se lance exactement comme se lancerait VS Code si je le lançais directement, sauf que tout ça est containerisé. Donc je pourrais envisager pas mal de choses, avoir des configurations déjà prévues sur mon container, ou des paquets un peu de la même manière tout à l'heure que nos environnements, et avoir du coup un environnement de travail prêt à l'emploi. Au niveau des usages, il y en a pas mal. Bon, je vais le voir tout de suite
au final avec le takeaway. Donc, on a des gestionnaires de paquets dédiés comme Snap ou Flatpak qui vont faire usage de ce type de technologie. Donc, c'est quelque chose qui existe. Voilà, les gestionnaires de paquets, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc, c'est plus utilisé que je l'aurais cru au départ. Après, c'est toujours pas très utilisé. J'ai vu assez peu de gens s'en servir au final. Mais oui, c'est possible. On peut containeriser les applications graphiques. Là, on le montre avec X11. Il y a d'autres technologies avec lesquelles on peut les faire. Je les ai pas là en tête tout de suite, mais je pense que d'autres les auront. C'est pas forcément évident. Il y a pas mal de choses à gérer. Là ici, j'ai pas eu grand chose à gérer de mon côté sur cette partie-là, mais je pense que sur d'autres technologies, ça peut être un petit peu plus tricky. Utile pour du sandboxing d'applications, comme j'expliquais. Alors, j'ai des exemples en tête, comme par exemple du développement de mode. Et encore une fois, bon, c'est le même principe que pour tous les autres. Hein. On est indépendant de distribution, on est indépendant de là où on est. J'ai envie de dire, c'est les avantages un peu classiques de la conteneurisation. Je vous conseille d'aller regarder les travaux qui ont été faits par Jessie Frazel sur laquelle je me suis un peu basé pour tout ça. Et donc voilà. Donc ça va clore nos parties démonstration. Donc que retenir de tout ce qu'on vous a montré? On a montré pas mal de différents exemples et il y en a pas mal d'autres. Comme le disait Olivier tout à l'heure, on a ce repo que vous pouvez aller voir, sur lequel on a les codes sources des différents exemples qu'on vous a montrés. Et il y en a d'autres qu'on va sûrement ajouter et il ne faut pas que vous hésitiez à... Je ne sais pas si notre écran est partagé pour l'instant, si c'est possible juste de le repartager. Voilà, super. Ah. Merci. Non. Donc, n'hésitez pas à vous-même y aller, à faire des suggestions pour changer ce que nous, on vous a montré, ou à ajouter de nouvelles applications, de nouveaux exemples. On sera totalement preneur. On a voulu vous proposer ce petit schéma pour essayer de montrer le lien assez clair au final entre la popularité d'un de ces patterns et son utilisation. Donc on retrouve le premier que je vous ai montré, que je pense tout le monde connaissait ici, le builder multistage, qui est à la fois très connu et très utile. Mais plus on va redescendre, plus on va retrouver les choses. Le sidecar log forwarder, que Olivier vous a présenté il y a peu, est très utile, mais il est aussi très connu. Les parties là, que moi je viens de montrer sur des applications X11 ou autres, c'est beaucoup moins connu. C'est aussi moins utile, peut-être moins d'applications. Ça profite peut-être un peu moins des avantages que peut apporter la conteneurisation. Partie interpréteur, pareillement, il y a moins d'intérêt que sur la partie compilation, mais ça reste quand même assez utile et c'est à peu près aussi connu. Donc, on peut globalement repérer ça pour à peu près tout. Après, il y a certaines exceptions. On voit ici, par exemple, avec NSEnter, que vous a présenté Olivier juste avant, tout à l'heure. Donc, pour le coup, ça, c'est plutôt très utile, même si, effectivement, il y a des questions de sécurité qu'il faut se poser. En revanche, c'est pas très connu. Moi, je ne connaissais pas avant de travailler avec Olivier là-dessus, et je pense que peu de gens le connaissent au final. Pourtant, ça peut être très utile. Et donc voilà, donc je pense qu'on peut avoir d'autres petites choses. Globalement, tout ce qui va se trouver de ce côté-là, on peut voir ça comme un peu des petites pépites inconnues, et de ce côté-là, des choses étranges. Mais c'est pour ça qu'on est ouvert aussi à toute participation. Sur ce, déjà merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez découvert des choses. Un remerciement aussi à tous ceux qui tout simplement nous ont aidés pour la création de ce talk. On a eu plusieurs séances, que ce soit en interne avec des collègues pour avoir des retours ou même enquête pour ceux qui connaissent. Donc merci par exemple à Orgix et à Ludo pour leur retour, qu'on a essayé de prendre en compte autant que possible. Et du coup, on va peut-être pouvoir passer à la partie questions. Donc, Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Manuel, merci Olivier pour cette présentation hyper intéressante. Alors probablement plus pour nos auditeurs que pour moi qui n'ai pas
nécessairement tout saisi, mais non, c'était très fluide, c'était très agréable à suivre. Merci beaucoup. Merci. On a eu, alors, n'hésitez pas, celles et ceux qui veulent poser des questions et qui ne l'ont pas fait jusque-là, allez-y, on va les prendre un petit peu au fil de l'eau. Je vais démarrer avec celles qui sont déjà présentes dans le chat et ça vous laisse le temps d'en écrire d'autres si vous en avez. On avait une question de Joseph qui demandait s'il était possible d'utiliser Ncenter sur Fargate. J'ai jamais testé, donc ça va dépendre vraiment des limitations qui sont inhérentes à Fargate. Est-ce que Fargate, il y a déjà des limitations par sécurité justement pour éviter qu'on puisse utiliser le host PID, soit utiliser le mode privilégié. Si c'est le cas, à ce moment-là, tu pourras pas le faire. Donc j'ai pas testé, mais on est intéressé pour savoir. Donc si tu testes et que on laissera les slides de toute façon quelque part, hein, donc tu auras les références pour le faire. Tu peux taper NSCenter sur un moteur de recherche, tu le trouveras. Et donc n'hésite pas à nous faire une PR pour corriger le README si tu vois des choses justement par rapport à ça. Parfait, merci pour cette réponse. On avait, nous avons un seul et unique participant pour l'instant, Joseph, qui pose et qui commente et qui pose des questions, qui indiquait qu'il y avait aussi la commande kubectl debug qui permettait de voir les logs. Voilà, j'ai vu ça. Et dernière question qui arrive pour l'instant, peut-on installer une application X11 sur Kubernetes et se connecter via VNC à l'application? C'est une bonne question. Alors, je dirais qu'on peut installer l'application X11. Par contre, en fait, si elle est distante du serveur X, ça va poser problème. Il faudrait qu'elle soit sur la même unité, j'aurais tendance à penser. Donc, il y a c'est un pattern qu'on a indiqué justement dans notre dernier schéma. J'ai mis application graphique distante ou application terminale distant. J'ai pas fait encore les PR qui vont bien pour le faire, mais je l'ai déjà expérimenté. On peut avoir soit des terminaux graphiques, des serveurs graphiques X11 headless, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tourner de manière virtuelle, et à partir de ça, on va pouvoir s'y connecter, soit en VNC, si on laisse un serveur VNC par exemple, soit on peut avoir aussi du web VNC ou carrément d'autres protocoles qui permettent de rendre ce serveur graphique visible depuis une interface HTTP, HTML sur un navigateur. Donc ça, c'est une manière de faire et qui permet justement d'héberger des applications graphiques sur Cube et d'y accéder ensuite de manière distante. Par contre, si c'est vraiment X11 à proprement parler, sans passer par ce mode headless, il y a peu de chances qu'on puisse le faire puisqu'on doit tourner nécessairement sur la même machine physique. D'accord, je vois Emmanuel qui acquiesce. En tout cas, vous êtes d'accord. Alors, je fais une relance. Si vous avez d'autres questions, allez-y, on a un peu de temps. Pour l'instant, on a plutôt des remerciements. Jean-Pascal et Younes qui vous remercient pour cette présentation très claire. Je corrige ce que j'ai dit, hein. On peut faire tourner le client et le serveur sur des machines différentes, hein, juste avec le SSH-X ou le SSH-Y. Oui. Donc c'est des choses qui sont possibles. Par contre, le serveur, il faut bien l'afficher quelque part. Donc après, pareil, est-ce que mon serveur va être disponible avec un VNC ou autre? Mais l'idée, voilà, si vous voulez vraiment faire tourner l'ensemble serveur plus un client qui est distant, je pense pas que le client, lui, puisse tourner à distance et mon serveur en local, ça va être plus compliqué à faire parce qu'il faudra inverser la connexion. C'est sans doute possible, mais on n'a pas testé et voilà, je vous donne juste des éléments de réponse et des pistes de réflexion. Prochaine étape, le test. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, il semblerait que nous ayons fait le tour de nos questions. Je vais donc vous remercier à nouveau tous les deux pour cette présentation. Et remercier toutes les personnes qui ont suivi ce talk. La soirée n'est pas finie. Si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à prolonger l'expérience PCD Full Remote. Dans une dizaine de minutes va démarrer un autre talk présenté par Gaël Akas et Aurélie Vache, que je vous invite à rejoindre. Voilà.
Et bien voilà, c'est tout pour nous pour là maintenant. Je vous remercie donc encore et je vous souhaite à toutes et tous et à vous deux une très bonne soirée. Merci Margot.